Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Elle se passe de présentation. Si vous ne la connaissiez pas encore, il s'agit de la directrice générale d'une institution phare du quartier Saint-Michel, desservant Montréalaises et Montréalais. Alors, messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast la directrice générale de la Maison d'Haïti, messieurs, dames. Eh bien, ça alors. Bonjour. Marjorie Villefranche, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, en cette période de confinement, déconfinement, crise sanitaire et comme je dis bien, soubresaut au niveau social, comment te portes-tu sur le plan personnel et comment ça s'orchestre au niveau professionnel, Marjorie? Alors, sur le plan personnel, ce que je dis, personne n'est malade, tout le monde va bien, alors c'est tout ce que je peux demander. Bon, Donc, pour l'instant, ouais. ça va. Pas de personne de malade dans la famille, ni moi, ni personne. Donc, voilà. Que demander de mieux? Super. Voilà. Et donc, pour ce qui est du travail, nous, on a déconfiné, entre guillemets, parce que ce mot n'existe pas. Mais bon, on a déconfiné à partir du mois de juin. Depuis le 15 juin, on est déjà donc au service. Parce qu'en fait, il faut voir que la Maison d'Haïti est comme un service essentiel à la communauté de Saint-Michel. Donc, on est resté confiné donc, de mi-mars jusqu'à 15 juin. Et au 15 juin, on a réouvert parce que c'était vraiment nécessaire. C'était vraiment un besoin. Les gens avaient besoin de contact. Donc, pendant tout le confinement, on est resté en contact avec eux. On est même revenu des fois faire de la distribution de nourriture et tout ça. Mais c'était clair qu'à partir du mois de juin, il fallait reprendre contact avec les familles, avec les jeunes. Donc, on a réouvert à partir du mois de juin. Et depuis, voilà, on est là. On est content de savoir que ça va bien sur le plan personnel. La petite famille va bien. Ouais. Ça, c'est superbe. Sur le plan professionnel, vous n'avez pas eu le choix, comme on dit, de déconfiner assez rapidement Oui. parce que la COVID a durement frappé les quartiers, entre autres le quartier dans lequel tu œuvres, les quartiers nord de Montréal. Et Saint-Michel, c'est un quartier, qui est en train de changer. Maison d'Haïti y a contribué, mais il y a quand même une frange de la population qui est très fragile, si on peut le dire ainsi, et vous êtes en quelque sorte service essentiel. Alors, vous deviez d'être sur le terrain. En temps de pandémie, on t'a vu sur les réseaux sociaux des petites capsules très bien ficelées, très bien faites, où tu t'adressais, parce que Marjorie Villefranche parle créole, on va apprendre à te connaître, Marjorie. Alors, tu t'adressais dans la langue de Toussaint, dans la langue de la Ferrière, qu'on pourra dire aujourd'hui. Tu te devais de sensibiliser la population haïtienne, les Haïtiens vivant à Montréal, bien sûr, à ce qu'ils restent à la maison pour s'assurer que tout le monde se porte bien là, dans notre communauté. Peux-tu me dire un peu ces actions, comment les as-tu ressenties lorsque tu les faisais, l'adrénaline? Toi, là, depuis tremblement de terre, là, il me semble. J'ai pas arrêté. T'as pas arrêté, hein? Mais oui, non, comment as-tu vécu cette période-là? Mais la première chose, c'était vraiment de comment est-ce qu'on transforme un confinement en quand même rester en contact avec les gens. Ça a été la première transformation. Bon, heureusement, mais vraiment heureusement, on était en train de passer, à la Maison d'Haïti, on avait décidé de passer au nuage. Donc, c'est bien tombé. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient à la maison, ils avaient accès quand même à leur dossier. Donc, on pouvait continuer à travailler. Au cloud, comme on dit. Au cloud, comme on dit. Et donc, tout ce qu'on a fait, finalement, c'était très rapidement de créer des salles virtuelles de rencontres, de réunions pour les différentes coordinations, ce qu'on a réussi à faire. Donc, à ce niveau-là, on était en contact avec les gens, on continue à faire des petites rencontres avec eux. Mais c'est clair qu'en même temps, nous avions quand même deux
deux patrouilleurs, donc deux intervenants jeunesse qui n'ont pas arrêté de circuler dans le quartier parce que c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes, il y a énormément de jeunes qui ne pouvaient pas se confiner, dans le sens que c'était trop difficile pour eux, dans un appartement très petit, il y en avait qui n'avaient pas accès à l'Internet, donc ils cherchaient avec leur téléphone un lieu pour prendre l'Internet. Donc c'était un petit peu difficile de leur demander de se confiner. Et donc, le travail de notre équipe, c'était vraiment de les rencontrer dans la rue et de leur transmettre finalement un message je dirais, de faire attention, quoi, de prévention. Donc, on comprend que tu ne confines pas, mais quand même, porte un masque, nettoie tes mains, bon, les choses, garde la distance. Donc, ce n'était pas évident. Ce n'était pas quelque chose d'évident à faire. Et puis, bon, on a quand même dû 4 fois retourner à la maison d'Haïti malgré le confinement pour pouvoir faire de la distribution de nourriture parce qu'il y avait des gens qui en avaient vraiment besoin. Parce que qui dit confinement dit aussi qu'il y a énormément de jeunes dans la maison qui n'ont rien à faire, donc ils mangent. Donc, c'est un problème aussi parce que quand on a fait un budget et qu'on n'a pas énormément d'argent, il y a une certaine quantité de nourriture qu'on peut avoir, mais si les jeunes sont là à manger, bon, ben, à un moment donné, il n'y a plus de nourriture. Et donc, c'était très important aussi d'aider les gens finalement à vivre ce confinement. Marjorie Villefranche, tu nous as parlé de patrouilleurs de rue. On sait, d'après nos recherches, et surtout, on a eu même à fréquenter Maison d'Haïti, tu as une équipe d'intervenants, mais je te dirais, c'est de l'or en bouche, car véritablement, je pense bien que James se devait d'être sur le terrain, assurément. Évidemment. Gaël Chancy également sur le terrain, même sur Internet, très présent. Katie Antoine également au niveau de la culture s'assurait tout de même de relayer certaines informations. Marjorie Villefranche, avant même qu'on apprenne à te connaître et à connaître ton organisme, on apprend un peu là par des brides là rapidement, mais peux-tu nous parler un peu de ta joie de voir cette équipe se déployer sur le terrain, Marjorie, et véritablement prêcher cette bonne parole, mais surtout, je sens qu'il donne de l'espoir aux jeunes qu'il rencontre et même aux jeunes vieux comme moi là, qu'il rencontre. Donc, peux-tu nous parler un peu de vraiment ton appréciation, de ta joie de voir ces gens se déployer sur le terrain? Mais en fait, c'est ça qui a été magnifique, c'est-à-dire c'est de voir l'équipe que nous avons, je dois dire, c'est une belle équipe. Et c'est vraiment les gens sur qui on peut compter. Yes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'ils soient tout le temps prêts au changement, parce que c'est très important aussi. Travailler comme on travaille là dans cette situation, si on n'est pas capable d'absorber le changement et d'être capable d'y répondre rapidement, et c'est là, à ce moment-là, que les gens se révèlent aussi. Est-ce que tu es capable de prendre ce changement-là et de le transformer en quelque chose de créatif? Et je pense que les personnes que tu as nommées, c'était ça aussi. Ce sont des gens capables de s'adapter au changement et de se dire, OK, le scénario numéro 1 ne marche pas, le scénario numéro 2 ne marche pas non plus. Ben, est-ce que j'ai un autre plan? Et je pense que c'est tout le temps ça. Et puis, le fait aussi de me dire que j'ai une équipe qui est capable de suivre, dans le sens que dès qu'on a fait quelque chose, on a réalisé un programme, le programme roule bien. Mais là, tout de suite, je leur dis, what's next? Qu'est-ce qu'on fait après? Pas dormir sur nos lauriers. Là, il faut imaginer autre chose et tout le temps, imaginer les choses qu'on peut faire. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Et donc, il faut que j'ai une équipe capable de me répondre, voilà ce qu'on va faire après. Ben oui, ça c'est clair. Et on peut entendre le téléphone derrière toi, on peut comprendre le service essentiel. Le téléphone ne dérougit pas à Maison d'Haïti. Non, mais tu peux le laisser sonner, ça nous met dans l'ambiance, là. Même très tardivement, le téléphone sonne. Marjorie Villefranche, tu as également un conseil d'administration. Entre autres, Monsieur Calixte, président, je pense bien, du CA. Le président de notre conseil d'administration. Oui, exactement. Et toute son équipe, je pense que là, tu as quand même un support incroyable. Peux-tu nous parler en 30 secondes de l'apport de ton conseil d'administration?
C'est un soutien parce que, en fait, on a une direction générale, donc il y a moi, il y a Gerda, moi comme directrice générale et Gerda comme directrice générale adjointe, mais c'est clair que l'appui que peut nous donner un conseil d'administration est intéressant. Et on n'a pas un conseil d'administration qui fait juste approuver ce qu'on a déjà décidé. Je OK. pense que ce qui est intéressant, c'est un conseil d'administration qui réfléchit avec nous, qui propose des choses, autrement dit, qui s'implique dans le fonctionnement de la Maison d'Haïti et qui donne son avis et qui s'implique vraiment et qui donne de son temps, parce que c'est ça que ça veut dire aussi un conseil d'administration. Ce sont des gens qui bénévolement donnent de leur temps et donnent de leur temps pour que la Maison d'Haïti aille mieux et soit mieux encore qu'avant. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est très intéressant aussi d'avoir un conseil d'administration capable de nous soutenir. Superbe. Alors là, maintenant, on va apprendre à connaître la grande dame qui est Marjorie Villefranche. Écoute, le fait de t'interviewer papa, maman, il, ou bien pour eux, il y a une fierté, les regarder entrevue ça, il dit, allez, tu as interviewé Marjorie Villefranche. Alors là, tu sais déjà, Marjorie Villefranche, toi, tu es né, on disait en préambule, tu es né sur la terre de Toussaint, des Arawaks, des Taïnos. Tu es né Voilà. en Haïti. Oui. Euh, Tu vas y vivre jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, écoute, ta famille voulant te faire découvrir un peu l'outre-mer, toujours on dit que les voyages forment la jeunesse, ils vont t'envoyer pour un été de temps au Québec. Ils vont t'envoyer dans une colonie de vacances qu'on Ça, c'est ce qu'il me appelle. raconte. Hein? Ça, c'est ce qu'il me raconte pour me Ouais, faire ils avaient un partir. autre plan derrière. Ils avaient un autre Ah, ah. plan. On Mais arrive. en Ouais, fait vas-y. il voulait que mon frère et moi nous quittions Haïti parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait donc la dictature de Duvalier. C'était une dictature qui était difficile à supporter et ils pensaient que on n'avait pas, que si les enfants pouvaient ne pas avoir à subir ça, ça serait une bonne chose. Ce serait une Et bonne donc, chose. pour pouvoir accepter de partir, au départ, il m'avait dit que c'était que pour 2 mois. On ne partait que 2 mois, juste pour les vacances. Et en fait, pas du tout, parce on était déjà inscrits à l'école pour l'année d'après et on ne le savait pas. Donc voilà comment je suis arrivée, en pensant que j'arrivais que pour 2 mois. Et ça fait, voilà, je ne pouvais même pas dire combien Ça d'années, ça fait, fait ça fait, ça fait, ça fait, ça fait voilà, quelques années, quelques là. années, Ouais, quelques décennies. Voilà. oh, ben Marjorie, tu es obligé de le dire, là. T'es ravissante. Si tu nous dis Voilà. pas de quelle Ouais. époque tu viens, On écoute, va dire quelques décennies. parce que tu es hyper branché. C'est ça qui est intéressant aussi avec Maison d'Haïti. Écoute, le site Internet, il est adapté pour les téléphones mobiles. Votre page Internet, le mhaiti.org, quand on y va, c'est comme dynamique, comme si vous n'êtes pas derrière la camionnette, comme on dit par chez nous. Non, Vous avez faut pas. embrassé le virage numérique. Ça, c'est intéressant. Marjorie, on revient. Donc là, toi, tu te retrouves que tes parents t'envoient en colonie de vacances. Finalement, tu vois que tu ne retournes pas en Haïti. Alors là, maintenant, ben, tu vas te dire, bon, d'accord, je vais apprendre à connaître mon nouveau On ne dit chez pas moi. ça à 12 ans. Non, c'est On pas dit pas vrai. ça. On ne se dit pas ça à 12 ans. À 12 ans, on est malheureux, OK? On est malheureux parce que Oh oui, oh oui. nos recherchistes nous disaient que tu avais le sentiment de ne pas avoir dit bye-bye à tes amis. Tu as quitté Ben non. en tête que tu allais revenir et mais écoute, Oui. c'était un vrai départ, là, en quelque sorte. Oui. Mais et quand on imagine, parce que finalement, je pense que la seule façon que j'ai eue pour supporter ce qui m'est arrivé, parce que 12 ans, c'est pas vieux, hein? Ouais, c'est clair. Donc, la seule façon que j'ai eue à supporter ce qui m'est arrivé, c'est en vivant chaque jour. Je ne regardais pas plus loin que le jour que je vivais. Okay. Et c'est comme ça que j'ai pu supporter ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait, à 12 ans, se ramasser sans ses parents, sans aucun repère, dans un pensionnat, c'était quand même difficile. Mais C'était à très difficile. J'ai l'âge vécu ça très dur. très Je trouvais ça durement, difficile. mais tu sais, faut qu'on douleur Washington Soul. Tu sais, comme il y a une expression comme Ouais, ça qui se ouais. dit, faut que tu connaisses la douleur, la vraie douleur pour pouvoir te forger et surtout avancer. Marjorie, à l'âge de 16 ans, tu vas faire une rencontre, mais qui va en quelque sorte, en tout cas, changer ta vie, qui va contribuer à la personne que tu es devenue aujourd'hui.
Écoute, tu vois, je sais pas à l'époque si c'était déjà un couple. En tout cas, tu nous expliqueras un peu tout ça. Mais tu vas rencontrer Adéline Magloire Chancy. C'est bien ça? Qui va Mhm. devenir un modèle pour toi là, tu sais, quand tu vas fêter ce qu'on appelle aux États-Unis ton Sweet 16. Alors là, maintenant, tu vas vouloir t'impliquer et tu vas rencontrer cette dame qui va changer le cours de ta vie. Elle va rencontrer, bon, je ne sais pas, tu m'expliqueras, je n'ai pas tous ces détails, Monsieur Max Chancy, c'est bien Ils ça? étaient déjà Il mariés. était déjà Quand marié, je les ok. ai rencontrés, ils étaient déjà un couple. Ok, Ils c'est sont ça. arrivés au Canada, ils étaient déjà mariés avec des enfants. Et Ok. donc, moi, je les ai rencontrés, donc, c'était des professeurs de l'école. Et ça a tout de suite, d'ailleurs, on a tout de suite, je suis tout de suite allée vers eux. Et ça a été, je dirais, un genre de coup de foudre, je dois dire, avec Adeline, parce que c'était vraiment pour moi la personne, c'était mon modèle. C'était vraiment, et c'est devenu mon mentor. Wow. Donc, c'est vraiment la personne qui m'a tout appris. Qui m'a tout Et, appris, qui m'a expliqué les choses, qui m'a donné un point de vue intéressant, qui m'a appris à regarder la réalité d'une autre manière et apprécier finalement euh, les choses. Et c'est surtout une personne qui m'a donné l'occasion de rencontrer la Maison d'Haïti, parce que c'est par eux que je suis arrivée à la Maison d'Haïti. Et en arrivant à la Maison d'Haïti, parce que quand on quitte un pays à l'âge de 12 ans, qu'est-ce qu'on sait de ce pays à l'âge de 12 ans? On sait ce que l'âge de 12 ans, ouais, c'est. ouais, voilà, c'est clair. Et donc, comment est-ce que je vais apprendre ce pays après comme adulte? Ah, Comment est-ce que je vais comprendre ce pays? Comment est-ce que je vais ouais. comprendre la culture de ce pays-là? Ben, c'est la Maison d'Haïti qui me l'a appris. Et Maison d'Haïti, euh, écoute, c'est fondé par un groupe d'étudiants, Nirva Cassius, Normil, entre autres, Dehou. Tu pourrais m'en parler, mais tu as également les Chancy Oui, qui ont une influence importante. Et toi, tu gravites autour oui. d'eux, donc tu vois un peu les débuts de tout ça. Du moins, tu y participes. En 72, Maison d'Haïti, c'est dans un YMCA. Est-ce que c'est vers l'ouest de la ville? Parce que là, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Beaucoup, ma maman arrive Il est toujours en... là, le Mhm. YMCA. Ouais, il est toujours là, le YMCA. Tu me dirais, est-ce qu'il est dans l'ouest de la ville? Ouais? Non, sur l'avenue du Parc. Ah, ok, c'est ça, oui, ok, bon, ok. Ma avenue du Parc, c'est dépassé Saint-Laurent, donc c'est dans l'ouest. Avenue du Parc, oui, oui, mais c'est Avenue du Parc, c'est un Viateur, je crois, non? Ouais, ouais, C'est ok, quelque chose ok, comme ça. ouais, pas pire. Ok, parce que certains des premiers Haïtiens qui arrivent à Montréal, il me semble, ma maman arrive vers 72. Beaucoup d'entre eux sont vers Côte-des-Neiges, l'Acadie. Est-ce que tu as connu ce pôle de développement là, de la communauté haïtienne, là, ce port d'arrivée, là, en quelque sorte? Parce que l'Est, c'est vers les années Alors, 80 là, que ça va se développer là, chez les Haïtiens. non, en fait, très honnêtement, Mhm. les premiers lieux d'installation des Haïtiens, avant d'être Côte-des-Neiges ou l'Acadie, c'était d'abord Saint-Hubert et Saint-Denis. OK. Parce que Saint-Hubert et Saint-Denis, c'était les rues où il y avait des chambres à louer. Parce que quand les Haïtiens arrivent, parce que il y avait énormément de chambres à louer à l'époque, Saint-Hubert, Saint-Denis, donc à la hauteur du plateau actuellement, hein. Hmm. Parce que ces deux rues-là, c'était des rues qui louaient des chambres. Et donc, les gens, en arrivant ici, n'avaient pas d'appartement, ils n'avaient rien. Donc, ils louaient une chambre. Donc, c'est Super. là, et c'est pas pour rien que l'un des premiers, après qu'on ait été installé donc, pour le projet d'été, donc des étudiants dans le YMCA, l'endroit où la Maison d'Haïti s'est installée après, c'était sur la rue Saint-Denis, au Ah, coin de la rue Rachel. wow. Voilà. Superbe ça. Wow. On en apprend tellement avec Parce toi. que Mais c'était là que les gens circulaient à ce moment-là. Et après, quand on a vu que les Haïtiens s'installaient plus vers Montréal-Nord, Saint-Michel et tout, la Maison d'Haïti a déménagé vers Saint-Michel. ouais, en 83, c'est bien ça? Exactement, exactement. Donc, il y OK. avait ce groupe, effectivement, qui était plus dans Côte-des-Neiges, mais ça n'a jamais été une grosse communauté dans Une grosse Côte-des-Neiges. communauté. Mais quand même, Superbe. il y a toujours eu des Haïtiens dans Côte-des-Neiges. Parce qu'on sait que tu as prononcé plusieurs, mais du moins quelques conférences sur l'établissement des Haïtiens sur la métropole depuis 1950 au Cérium. Je pense que tu as prononcé donc à l'Université de Montréal, c'est bien ça?
Non, c'était en fait à la Bibliothèque nationale. OK, nice. C'était à la Bibliothèque nationale, OK. donc c'était dans le cadre d'une série de conférences qu'ils faisaient sur l'installation de différents groupes d'immigrants. Et donc, pour présenter la communauté haïtienne, c'était moi. Ils en ont fait un livre d'ailleurs, OK, ouais, OK, qui était bien super. intéressant. Ils avaient présenté 13 communautés cette année-là. Oh, wow. Incroyable, incroyable. Mhm. Et Maison d'Haïti, écoute, va devenir cet organisme phare dans le quartier Saint-Michel. Mhm. Écoute, dès ses tout débuts, bon, Maison d'Haïti va avoir comme volonté d'intégrer les nouveaux arrivants à la communauté d'accueil et ça va rester dans votre ADN clairement. Mais également, vous allez, dès les tout débuts en 83, les patrouilles de rue dans Saint-Michel, chose qui existe encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment félicitations. Mhm. Euh, vous avez 4 champs d'action. C'est bien ça? À C'est-à-dire Maison d'Haïti. qu'actuellement, on en Ben a là, vous êtes en 6 train de les... Ouais, depuis. OK, OK. Eh, voilà. Ouais, ben OK, alors, dans un premier temps, on sait que l'éducation, ça, Oui, c'est de base. c'est un Par champ la d'action. suite, pardon? L'éducation, c'est un champ d'action important pour nous parce qu'on est un organisme d'éducation populaire. Donc, pour nous, l'éducation est importante. Primo. L'accueil des nouveaux arrivants. C'est un Euh, deuxième champ d'action important pour nous. et c'est bien de préciser pas juste des Haïtiens, parce que dans Saint-Michel, la démographie, elle a quand même changé au fil des Beaucoup, quelques décennies. Et beaucoup. aujourd'hui, on retrouve des gens venant d'aussi loin que le Sri Lanka. Et ces derniers, s'ils se pointent à la Maison d'Haïti, ben, ils reçoivent les mêmes services que tout le monde. Donc ça, c'est impeccable. On sait que dans le quartier Saint-Michel, il y a beaucoup de mères monoparentales, mais il y a également un dynamisme de la gente féminine. Alors, vous participez, mais activement à ceci. Des ateliers pour les jeunes mamans. Ça, là, tu vas nous en parler dans quelques instants. Puis la Donc, c'est ça jeunesse. notre troisième champ d'action, Ouais, femmes. OK. Super. Ben, écoute, ça, là, Voilà, Puis la directrice générale, là, elle représente bien comme il faut, on dirait. voilà. Ouais, 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 ouais. Et la jeunesse. Ouais. Écoute, ça, là, c'est quelque chose qui frappe. À la Maison d'Haïti, il y a cet aspect intergénérationnel incroyable. L'aide aux devoirs. C'est comme quand tu arrives là, tu sens que c'est le bon papa là, haïtien, puis il parle à tout le monde de la même façon, que tu sois latino, que tu sois haïtien. Ouais. Ça, c'est intéressant, mais tu as également toute ton équipe d'intervenants qui Jeunesse, sont... ouais. Ah ouais, c'est incroyable là, Mm. là-dessus. Puis les jeunes vieux avec ceux qui organisent des activités culturelles. On va parler de ta salle multi également. Mm. Les deux autres champs d'action, là, on en a nommé 4, Alors, éducation, les nouveaux quatre. arrivants, femmes, Alors, jeunesse. Ouais. le cinquième champ d'action, c'est famille. OK, OK, Parce que OK, là, on a développé énormément d'activités pour les familles. OK, Donc, OK, et c'est intéressant parce que, en fait, quand on rejoint les familles, on rejoint tout le monde. À ce moment-là, on rejoint les parents et les enfants. OK, ouais. Et souvent, dans nos activités famille, les activités ont lieu séparément un moment, c'est-à-dire que les Mhm. parents d'un côté, les jeunes de l'autre, et après, on les met ensemble pour un repas ou pour des jeux ou des choses comme ça. Et donc, l'idée d'avoir des moments agréables en En famille. famille. Voilà. Et donc d'apprécier et de s'apprécier. Donc ça, c'est les activités que nous avons. Nous avons aussi énormément d'activités au niveau de l'éducation, des soutiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle le soutien, le renforcement des compétences parentales, parce que c'est OK. pas toujours facile d'élever ses enfants, on le sait, et c'est pas, et quand ils deviennent ados, c'est encore plus compliqué, et de les élever dans un milieu où des fois les valeurs qui sont véhiculées dans le milieu ne correspondent pas nécessairement à toutes nos valeurs à nous. On aimerait bien garder les anciennes valeurs de notre pays d'origine. Et donc, tout le travail que nous devons faire avec les parents, de leur dire, écoutez, c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on avait dans le pays d'origine, mais là, bon, dans une valise, il faut des fois laisser tomber des bagages, un petit peu de bagages, Ouais, un petit peu. parce que sinon ça devient trop lourd. Ouais. Donc voilà, donc c'est un peu la négociation qu'on a avec les parents de qu'est-ce que tu laisses tomber et qu'est-ce qui est essentiel en termes de valeur de ton pays d'origine que tu veux absolument maintenir dans ta famille. Euh, C'est Moi, une j'ai belle une négociation. superbe. Écoute, j'ai une suggestion pour toi, Marjorie. Les 6 axes
intéressant. Mais lorsqu'on met famille, bon, ça rejoint les hommes. Mais on sait Oui. qu'aujourd'hui, avec COVID-19, on a vu dans la communauté un des entrepreneurs pâtissiers, bon, il y a eu cet événement très malheureux. Mm, Euh, mm. voilà. Euh, les hommes, on sent de plus en plus qu'il y a une détresse chez les hommes issus des communautés culturelles, racisées. Euh, est-ce qu'avec tous les événements qu'on voit là ces derniers mois, est-ce qu'il n'y a pas là un volet, un axe qu'on se devrait de travailler? L'itinérance frappe beaucoup les jeunes hommes Mhm. issus de nos communautés de Saint-Michel, on peut parler ainsi. Est-ce que Maison d'Haïti y réfléchit de plus en plus? Est-ce que ces suggestions vous sont faites de plus en plus? Donc, On y la question t'est réfléchit posée. et on intervient, mais alors intervenir auprès des hommes n'est pas la même chose. C'est-à-dire que une femme va venir demander de l'aide. Une femme va venir demander de l'aide pour ses enfants, pour sa famille. L'homme aussi va venir demander de l'aide pour ses enfants. Il va jamais dire qu'il a besoin d'aide lui. Ah, Donc c'est une autre façon aussi de voir les choses. C'est-à-dire donc c'est à travers le service qu'il demande pour. C'est à ce niveau-là qu'on peut le rejoindre. OK. Et je pense qu'on arrive à le rejoindre, mais pas directement. Il ne va jamais directement venir dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Non. Il va OK, venir pour super. son enfant, il va venir parce qu'il cherche du travail, il va venir parce qu'il veut qu'on règle un papier pour lui. Et c'est comme ça qu'on le rencontre. Et en le Super. rencontrant comme ça, on essaye de voir. Bon, on a toujours à la Maison d'Haïti, on dit la Maison d'Haïti est comme un village. Oh, ouais. Donc, tu rentres, tu ouvres la porte de la Maison d'Haïti, tu es dans le village. Donc, si tu es venu parce que tu avais un papier à remplir, c'est clair qu'on va t'inviter à une séance d'information, c'est clair qu'on va t'inviter à venir à un spectacle. Une fois qu'on a ton nom, on va continuer à te dire de venir aux autres activités parce que on ne vient pas que pour une seule chose, parce qu'une personne n'est pas faite d'une seule chose. Une personne est un être global. Et donc, c'est là que je te parle de notre sixième axe, qui est le Centre des Arts de la Maison d'Haïti. Ouais, alors Donc, là, c'est ce qu'on a pu réussir à faire, qui est depuis 2016 d'avoir ce Centre des Arts, parce que je pense que quand on parle de une espèce d'intervention globale sur une personne, l'aspect culturel et artistique est aussi important, à mon avis, que toute autre chose qu'on va lui donner. Parce qu'une personne est faite de ça aussi, et elle est faite beaucoup de ça. Donc, il faut aussi nourrir la personne au niveau artistique, au niveau culturel. en effet. C'est Et essentiel. Pour moi, c'est un service ben, essentiel. écoute, tu as également une salle, mais ta salle multi, bon, dès qu'on rentre à la Maison d'Haïti, c'est comme si qu'on était, mais je te dirais, à Moupana. Tu sais, il y a des œuvres d'art un peu partout, le Louvre, Oui. je te dirais, mais vraiment des peintres. On sait que chez les Haïtiens et les communautés vivant dans Saint-Michel, il y a des artistes mais incroyables. Mais tu as également cette salle de spectacle, moi que j'appelle la salle multi, là. Mm-hmm. Mais on peut la réserver, la louer pour une somme modique quand même, mais c'est fourni avec technicien, mais il y a l'éclairage, une sono, Ouais, c'est une salle mais professionnelle. ouais, ben voilà, c'est ça, on se croirait, ben c'est une salle Mm-hmm. professionnelle, là, on a fini de Voilà. parler, là. Oui. Et surtout, tu as des événements qui s'y déroulent, mais moi, il y en a un que, bon, j'adore, là, qui est organisé par Katie Antoine, mais là, elle, c'est une grande Mm-hmm. femme. On va la recevoir à Ouais. Coconut Podcast avec son festival afro-urbain. Mais Oui. là, ça, c'est incroyable. La On en est dernière, à notre troisième, ça va être la troisième édition, là. puis c'est diffusé sur les réseaux sociaux. C'est là que je dis que vous êtes très à cheval sur les changements numériques là, qui s'orchestrent ces jours-ci. Ce festival te permet de rejoindre au-delà de la communauté haïtienne. On y voyait, mais des gens de tout horizon. J'aimerais t'entendre. Parce que tu réalises tellement de grands trucs. À un moment, est-ce que tu prends le temps pour apprécier et vraiment te dire, mais quel beau travail. J'aimerais t'entendre là-dessus. En fait, on va commencer par la nouvelle maison d'Haïti telle qu'elle est actuellement, Ben parce ouais, qu'on a en construit, donc, 2016, vous avez inauguré ça, là. oui, on a Incroyable. construit une nouvelle maison d'Haïti et je pense que c'était
C'était très important. C'était comme pour nous comme un statement. Ouais. OK? Et donc, on se disait, OK, c'est le premier organisme c'est la première fois qu'on va construire quelque chose et qui va représenter la communauté haïtienne dans quelque part. Et donc, le statement, c'était, voilà à quoi on ressemble. Yes. Et donc, le statement devait être fort. Donc, il fallait un architecte qui nous fasse quelque chose qui nous ressemble, mais quelque chose de beau et d'artistique. Et à l'intérieur de la Maison d'Haïti, c'est pour ça que c'était important qu'il y ait des œuvres d'art, parce que c'est comme un peu le legs de la communauté haïtienne à la communauté de Montréal. Si vous voulez voir des œuvres d'art, ben, venez à la Maison d'Haïti voir les œuvres. Et quand vous regardez les peintres qui sont sur les murs, c'est des peintres majeurs d'Haïti, et c'est aussi les jeunes de la communauté haïtienne qui ont créé ici. Ouais. Donc, pour moi, c'était ce mélange qui était intéressant. Et donc la Maison d'Haïti elle-même est un statement. Voilà. Okay? Ça, c'est clair. Parce que, écoute, dans Saint-Michel, si on veut prendre un petit café, mais Maison d'Haïti permet ça et on se croirait sur le plateau Montréal, dans le vieux Montréal. On peut s'y installer. L'autre truc aussi qu'on a voulu faire, c'est de dire, on va déplacer aussi. Tout ne se passe pas seulement au centre-ville de Montréal. Yes. Les choses se passent aussi. Il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent dans Saint-Michel et dans Montréal-Nord. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais si les gens ont réussi à bouger, par exemple, quand on regarde New York, OK? Tout n'est pas dans Manhattan actuellement. C'est vrai. Okay? Ah ouais. Voilà. Williamsburg, donc, Brooklyn, Queens, qui était un endroit quand même un peu pénible, maintenant est devenu un endroit très recherché, et où les gens s'imaginent, OK, si je veux aller dans un spectacle ou aller quelque chose à New York, mais je ne suis pas obligée d'aller à Manhattan, il y a aussi d'autres quartiers. C'est un petit peu notre objectif, c'est de se dire, il y a d'autres quartiers où il y a des choses intéressantes qui se passent dans Montréal, il n'y a pas seulement que le centre-ville. Incroyable. À Maison d'Haïti, vous avez un peu ce slogan, mais impeccable, incroyable, je te dirais, Marjorie. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Hein, quelque chose comme ça, là. Oui. Dans un premier temps, on sait que Maison d'Haïti, une de ses premières missions, c'est vraiment d'accompagner, d'intégrer les nouveaux arrivants. On regarde rapidement, là. Vous faites beaucoup, tu en as parlé, des cours de francisation. Ça, c'est important. Le français, si tu veux bien voler de tes propres ailes au Québec, le français, c'est de base. Des ateliers d'alphabétisation, donc des gens qui n'ont pas eu la chance même de connaître, comme dirait mon ami espagnol, l'abecedario. Alors, là, vous permettez à ces gens de pouvoir avoir une base, n'est-ce pas? Des discussions, l'art d'être parent. Ça, là, je pense que c'est hyper important. Un lieu précieux pour les familles étrangères. Pour moi, ça a marqué mon esprit là, dans le dossier de recherche qui nous a été présenté, où c'est pas juste des Haïtiens, ça s'appelle Maison d'Haïti, mais il faut se rappeler, Haïti a toujours eu cette vision dite globale. Les droits de l'homme, Haïti est une des terres des droits de l'homme en Amérique. On contribué à libérer d'autres peuples par l'envoi de troupes, entre autres, et on sent que Maison d'Haïti respecte un peu cet esprit. Marjorie Villefranche, ce qui va vraiment, là, en tout cas, tu étais déjà sur la map. Okay, ça fait 47 ans là, que Maison d'Haïti existe. Ouais. En 2010, et le 12 janvier 2010, il va y avoir, comme les Haïtiens appellent, le gouloup-gouloup. Donc, ce tremblement de terre qui va faire en sorte que plusieurs Haïtiens vont devoir quitter le pays parce qu'ils ont tout perdu, leur maison, leur famille, les derniers membres de leur famille qui pouvaient leur rester par moment se trouvaient à Montréal. Donc, certains vont devoir partir à la hâte. Quand ils arrivent ici, certains, ils arrivent, ils ont besoin d'un soutien. Et Maison d'Haïti va répondre présent, mais d'une main de maître.
Marjorie Villefranche, on aimerait t'entendre sur cette période. Comment as-tu vécu cette période qui fut peut-être l'une des plus intenses de ta vie, malgré qu'on sait qu'en 97, tu t'étais quand même rendu en Haïti avec ta comparse, Madame Chancy. Vous aviez travaillé à l'alphabétisation sur le terrain en Haïti, mais en 2010, j'aimerais t'entendre aujourd'hui avec du recul, 10 ans après, tes impressions sur ton implication à ce moment, comment Maison d'Haïti, c'est peut-être là qu'on a dû voir que l'endroit où ce que vous étiez, c'était une école, un étage assurément prêté où il y avait une location quelconque avec la commission scolaire de Montréal. Et puis là, vous étiez, je m'en rappelle encore de ces locaux, et vous On était à n'aviez guère... l'étroit. Ah ouais, c'était étroit, je te dirais. Et est-ce que c'est à ce moment également que vous avez pensé que, waouh, même peut-être les gouvernements québécois, les Haïtiens qui ont contribué par les campagnes de financement et les autres, et avant même que tu nous communiques cette période, à ce moment-là, à Maison d'Haïti, ben, tu vas avoir près de 60 Québécois de souche qui vont se pointer là sur une base régulière pour venir prêter main forte à cet effort de guerre à cette époque, une solidarité comme on la connaît au Québec. Marjorie Villefranche, la parole est à toi. Ah, alors, en fait, tu me demandes comment on a fait. Je ne sais pas comment on a fait. C'était comme, on était comme dans un état second parce que c'était comme les gens, la première heure qu'on a su qu'il y avait ce tremblement de terre, les gens commençaient à déferler à la Maison d'Haïti. On n'avait pas plus de nouvelles qu'eux. Hein. On ne savait pas ce qui se passait là-bas, mais on était ensemble. Voilà, les gens ont voulu être ensemble pour attendre les nouvelles, pour écouter ce qui se passait. Donc voilà, ça a commencé comme ça et ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté pendant des mois. On était un petit peu le centre de tout ce qui se passait pour Haïti, sur Haïti, et le rapport aussi avec les paliers de gouvernement, puisqu'il se fait que les bureaux des fédérales et provinciales se sont installés à la Maison d'Haïti pour donner des services aux gens carrément. Donc, c'est vrai qu'on était un petit peu le point central. Mais je crois que s'il n'y avait pas eu, effectivement, s'il n'y avait pas eu toute toutes ces personnes qui sont venues nous prêter main forte, toutes ces personnes qui, jour après jour, 7 jours sur 7, de 9h à 9h, pendant des mois, sont venues nous prêter main forte, on n'aurait pas été capable. Donc, c'est impossible de dire qu'on a fait ça tout seul, ce n'est pas vrai. C'est vraiment parce qu'on a eu des centaines de personnes à venir nous donner un coup de main, jour après jour. Et c'est vrai que c'était des gens de toute origine, c'est-à-dire donc québécois, haïtiens, latino-américains, tout le monde est venu donner un coup de main. C'est vrai. Et on n'aurait pas pu faire ça sans eux. Et 10 ans après, est-ce que Maison d'Haïti, on ne le souhaite pas là, mais s'il arriverait un événement, on a même vu des réfugiés qui arrivaient là, à la colle, par exemple, à certains points de passage plutôt, et Maison d'Haïti a eu un rôle important. Également, je t'en nomme d'autres, durant cette période de crise sanitaire, Maison d'Haïti a joué un rôle encore important. On sait qu'il y a eu toute cette problématique des gangs de rue dans Saint-Michel dans les années 80, 90, à son pic là, dans les années 90. Le profilage racial, vous en avez été témoin, plusieurs jeunes fréquentent Maison d'Haïti. On a même fait un mémoire là-dessus, donc on a quand même été très, très actifs sur le profilage. Actif, oui. Et même dernièrement, on a dans dans la commission Laurent, on a quand même présenté un mémoire aussi sur le profilage des familles et des jeunes et des enfants. Donc on n'arrête pas. On n'arrête pas et je pense que c'est important. Non, il ne faut pas arrêter. Et le jour où on va s'arrêter, on va mettre la clé sur la porte de la Maison d'Haïti. Parce qu'en fait, il ne faut pas arrêter. Parce que les communautés, parce que souvent je parle je dis les communautés, qu'elles soient haïtiennes, qu'elles soient de toutes origines, parce que là, on est entouré d'à peu près des gens qui viennent d'à peu près 70 pays quand on est dans cette bien sûr. Donc, ces communautés-là ont des besoins et il ne faut jamais s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Donc, il faut vraiment calculer c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour eux. Donc, je pense qu'il faut
Il faut tout le temps être à l'affût de ce qui s'en vient aussi, parce que je pense que le travail qu'on a à faire, c'est un travail aussi d'avant-garde, dans le sens qu'on regarde ce qui s'en vient et on se dit, OK, il faudra mettre ça en place, parce que c'est ça qui s'en vient. Comme par exemple, si vous parlez je ne parle pas encore de gentrification de Saint-Michel. Pour l'instant, je parle de population qui s'est déplacée vers Saint-Michel parce qu'on les a déplacés de Parc Extension. Parc Extension s'est gentrifié et là, les gens de Parc Extension sont arrivés vers Saint-Michel. Mais là aussi, c'est un changement de population. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour eux? De la même manière que quand les communautés maghrébines sont arrivées, la communauté haïtienne était la communauté d'accueil. Parce que c'est la communauté haïtienne qui était à Saint-Michel qui a accueilli ces nouvelles communautés qui sont arrivées. Et s'ils sont là bien tranquilles et bien pacifiquement en train de vivre dans Saint-Michel, c'est bien parce que la communauté haïtienne les a accueillis. De la même manière que la communauté italienne avait accueilli les Haïtiens quand ils sont arrivés dans Saint-Michel. En effet, en effet. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup, avant l'entrevue tire à sa fin, mais Marjorie, je t'entends, mais vous avez beaucoup contribué de par l'aide aux devoirs. Il y a beaucoup de jeunes Haïtiens qui ont accédé aux études supérieures. Beaucoup, on sait que Montréal, tout dépendamment du quartier, le prix du loyer est en fonction. Je recevais Dorothy Alexandre. Elle-même, elle a choisi de s'installer dans le quartier de Maman, donc Montréal-Nord. On sent qu'il y a un peu ce retour pour contribuer à l'essor et surtout s'assurer que le quartier aille dans la bonne direction. Est-ce qu'il n'y a pas un retour également de jeunes que tu as aidés à rejoindre les plus... Oui, c'est vrai. Voilà, je sais pas, les hauteurs, dirais-je. C'est vrai, et je dois reconnaître que ce sont des jeunes extrêmement fidèles, dans le sens qu'ils reviennent vers nous, dès qu'on a besoin, ils sont là. Ouais. Et je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Mais ce mouvement dont tu parles, il est intéressant, mais c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu pour revitaliser ces zones-là avec ce qu'on a comme culture afro-québécoise de plus intéressant à offrir. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, ce mouvement. Et on va continuer à dire Montréal-Nord et Saint-Michel, ce sont des quartiers intéressants à visiter parce qu'il y a des spectacles intéressants, parce qu'il y a des choses intéressantes à voir, parce qu'il y a des artistes afro-québécois qui sont installés là et qui ont des choses extrêmement intéressantes à montrer. Avant de passer à la dernière question, Marjorie Villefranche, notre premier ministre au Québec, parce que toi, tu en as rencontré pas mal de premiers ministres depuis ton implication communautaire, je te dirais. Il parle plutôt, le rapport vient également, il parle d'une discrimination systémique. On sent qu'il y a une difficulté pour ce gouvernement d'utiliser certains mots. Est-ce que toi, tu embarques là-dedans? Est-ce qu'il y a racisme systémique ou il y a plutôt discrimination systémique ou on se perd dans les mots là? On ne se perd pas dans les mots. Il faut faire très attention de ne pas banaliser les mots aussi. Et donc, ça va finir par être une bataille de mots et tu vas voir qu'à un moment donné, les gens vont, à chaque fois que tu vas essayer de dire ce mot-là, les gens vont dire « Ah non, pas encore ». Donc, il faut faire très attention à ça. Et l'autre chose que je pourrais dire, c'est que la discrimination systémique, c'est l'effet du racisme systémique. C'est parce qu'il y a racisme systémique qu'il y a discrimination systémique. Et donc, ça ne peut pas exister, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Puis, il y a cette polémique-là, tu sais, pas trop en parler, mais pour le mot, oui, écoute, le mot haine. Oui, mais nous-mêmes, comme Haïtiens, on a transformé ce mot dans notre langue créole. Okay? Ce mot nègre veut dire un être humain. Ouais. Okay? Dans notre langue à nous, quand on parle, ça veut dire un être humain. Donc, ça veut dire qu'on a redonné à ce mot, on a humanisé. Et on l'a tourné à l'envers. C'est-à-dire que c'est un mot qui nous avait tellement déshumanisé qu'on lui a redonné un autre sens. Et donc, à ce niveau-là, je pense que simplement, il faut faire attention quand on l'utilise et il faut l'utiliser aussi à bon escient. Et moi, je disais, comme disait Dany Laferrière, c'est un mot qui a des conséquences quand on l'utilise. Donc, voilà, je veux dire, aucun mot d'interdit. Il n'y a aucun mot interdit sur Terre. Mais je pense qu'il faut faire attention et être prêt aux conséquences de ce mot, tout simplement. Alors, Marjorie,
Messieurs, dames, nous allons poser la question du club des amis à Marjorie Villefranche. Qu'est-ce que c'est que cette question? Alors, Marjorie, ça, c'est la question qui est posée par nos internautes. Et Bon, on filtre, bien sûr, on filtre. bon. Alors, Marjorie, est-ce que tu es plus Jacmel ou Cap Haïtien? Je suis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que Ouais. je ne suis ni l'un ni l'autre, dans le sens que, voilà, deux endroits que j'aime beaucoup, que je trouve très beaux. Mais Mhm. si je calcule d'où vient mon père, il vient plutôt de Jérémie. OK. Et quand je Donc, le calcule d'où vient ma sud, mère, le sud-ouest, ouais. voilà. Mhm. Et ma grand-mère, donc pas ma mère, parce que ma mère est née à Port-au-Prince, mais ma grand-mère maternelle, elle est née à Port-de-Paix. Alors, Alors, bof, ouais. Donc, toi, OK, d'accord. voilà. Marjorie, si tu avais un endroit en Haïti et au Québec, mais vraiment que tu inciterais tout le monde à visiter une fois dans leur vie, la parole est à toi. Alors, on commence par. Ah, non, en fait, par le Québec, je leur dirais. Je vais faire des jaloux, hein, je leur dirais Charlevoix. Oh, OK, d'accord, Je leur d'accord. dirais Charlevoix. Quoique j'ai été aux îles de la Madeleine cette année et c'est Ah, vraiment une vraie merveille. OK. Donc, j'hésite entre les deux, mon cœur balance. Mais OK, c'est vrai que d'accord. c'est deux endroits absolument magnifiques. Magnifique. Super. Et puis, pour Haïti, j'ai visité beaucoup d'endroits en Haïti, beaucoup d'endroits très beaux, OK. mais je crois bien que la zone du nord du pays est quand même une zone extrêmement belle. Et la zone de l'Abadie et même Milo. l'île de la Roue et l'île de la Tortue, c'est nice, Ouais. c'est beau. Est-ce que depuis que tu as quitté, ben, ouais, on a un peu la réponse là, mais tu avais quitté à l'âge de 12 ans, est-ce que tu as eu la chance d'y retourner? J'y suis retournée vivre pendant Ah, 3 ans, à peu ah près trois ouais, quatre ans. Oui. ah, ok, De 97, 96 à 2000 à peu près. ok, ouais. Et oui, j'y ai vécu un peu et j'y ai Ouais, travaillé dans un ouais, ministère. Donc j'ai vu ok. ça, j'ai vu la bête de l'intérieur, Ouais, bon, voilà, dans un ok. ministère. Et bon, j'ai pris la décision de revenir ici parce que, en fait, ma vie était ici, mes enfants sont ici, mes petits-enfants sont ici. Donc, voilà, c'était pour moi très difficile de m'imaginer prendre la décision de changer de pays. Voilà. Et avant de te Donc, laisser j'ai filer, préféré, en Marjorie, fait, rester dans mon deuxième pays. ok, super. Ben, avant de te laisser filer, Marjorie Villefranche, je pense qu'on t'a déjà approché là-dessus, mais tu me vois venir là. Est-ce que dans un avenir lointain, proche, quelconque, il y a des chances qu'on voit Marjorie en politique québécoise ou canadienne, ou même haïtienne? Nous t'écoutons. Aucune chance. Aucune chance. Bon, Aucune d'accord. chance parce qu'en fait, je pense que le travail que j'ai fait, le travail qu'Adeline Chancy a fait, le travail que beaucoup de personnes ont fait, c'est un travail de pionnier. Ça veut dire qu'on a défriché le terrain et maintenant, je pense qu'on voit les autres générations qui sont impliquées en politique à tous les niveaux, les trois paliers, fédéral, provincial et municipal. Et c'est très bien, mais je pense que ça veut dire qu'on a bien travaillé. Quand on Super. voit les jeunes qui se présentent en politique, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Mais je pense que pour pouvoir faire ce travail, il faut aussi se garder la liberté de parole. Et quand on rentre en politique, on n'a pas toujours la liberté de parole. Parce qu'il faut suivre la ligne du parti et ça devient compliqué. Dans tes remerciements, je pense bien que tu vas assurément le remercier, mais qu'est-ce que ça te fait, là? C'est important cette question. Qu'est-ce que ça te fait de voir les petits des Chancy s'impliquer dans Maison d'Haïti? Tu sais, ça doit te faire un petit quelque chose, là. Quand tu vois cette implication, entre autres, Gaël Chancy, qui vient de recevoir son diplôme à l'université, entre autres. Voilà, et c'est ça, ça veut dire que c'est la quatrième génération qui arrive. Voilà, c'est magnifique. Waouh! OK. C'est beau. C'est bien, mais je veux dire, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une continuité, ça veut dire que les jeunes prennent la relève, sont Nice. intéressés. Bon, là, tu parles de Gaël, mais il y a d'autres jeunes Mhm. de,
qui avaient leurs parents qui étaient impliqués à la Maison d'Haïti il y a de ça 30 ans sont venus aussi là. Donc, je pense que c'est intéressant. C'est un petit peu comme tu disais tout à l'heure, les jeunes retournent dans le quartier de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais c'est un peu ça aussi, je pense. C'est aussi le fait de se dire, les jeunes vont être là pour prendre la relève. Et c'est extrêmement important. Alors, Marjorie Villefranche, tes remerciements et surtout suggestions, je sais pas, un livre que tu es en train de lire, une série que tu regardes, un film. Alors, Marjorie, la parole est à toi. La parole est à moi. Alors, de livres que je lis ces jours-ci, j'essaye de terminer une espèce de brique sur Toussaint l'ouverture. OK. Et donc, voilà, j'essaie de le terminer, mais souvent, je m'endors le soir là-dessus. Et de séries, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Une série intéressante parce que c'est la première fois que dans une série américaine, on suivait l'histoire d'une famille haïtienne. Ah, Et c'est une série qui s'appelle Grand Army, OK. qui raconte l'histoire de plusieurs jeunes dans une école secondaire, d'enfants très doués dans une école secondaire. Donc, c'est une espèce de multiraciale, d'une école multiraciale. Et là, c'est la première fois qu'on voyait dans une grande série une famille haïtienne, l'histoire d'une famille haïtienne. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant à regarder parce qu'il y avait une famille indienne, il y avait une famille, toutes sortes de familles. Et c'était la première fois OK. que je voyais ça, moi. J'avais jamais vu ça encore. Et je me disais, tiens, c'est fascinant à voir. Comment est-ce qu'on se représente cette famille? Comment est-ce qu'on la met en vie, finalement, dans une série? Super. Et Alors, tes Grand remerciements? Army. Grand Army. Excellent. On va aller regarder ça. On va Voilà. même l'écrire en dessous, là. Marjorie, tes remerciements. Le Québec en son entièreté t'écoute. La francophonie t'écoute. Et assurément, nos compatriotes d'Haïti. Marjorie Villefranche, alors nous t'écoutons. Ben, je voudrais vous dire merci à toute l'équipe À Coconut Podcast. Coconut Podcast. Voilà. Ouais. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et puis, je voulais vous féliciter parce que vous avez bien fait votre recherche. Ben, Vous connaissez beaucoup de choses. Donc, vraiment, bravo. Merci. On a une grande équipe de recherchistes à Coconut Podcast. Donc, merci beaucoup. Vraiment. Et puis, merci de m'écouter. Et merci d'être là tout le temps avec moi. Marjorie Villefranche, si vous permettez-moi pour me dire un grand merci ou représenter un socle dans la société québécoise là, pas juste pour Haïtiens, mais pour tout citoyen et citoyenne québécois et québécoise. Franchement, en langue autochtone sur la métropole, nous dit Niawen. Alors, Niawen. Alors, chez les Algonquins, Miigwech et chez les Inuits, Chinashkumitin. Merci en pile. Messieurs, dames, nous étions avec l'une des grandes personnalités de la métropole et de la belle province. Elle contribue à intégrer les nouveaux arrivants à la communauté d'accueil. Elle poursuit dans cet héritage qui est celui d'Haïti, les droits de la personne. Elle est également membre, oui, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et surtout de visiter le mhaïti.org. Maison d'Haïti, franchement, un endroit à ne pas manquer. Alors, messieurs, dames, on vous dit comme à l'accoutumée, à la semaine prochaine, même heure, même poste sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, au revoir.